Il est des jours dont le souvenir ne s'éteint jamais, des jours où la folie des hommes n'a pas de mesure, des jours qui font basculer l'histoire. Le dimanche 23 août 1914 est un de ces jours-là. « 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et son épouse sont assassinés à Sarajevo par un étudiant serbe de Bosnie. Cet événement est l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Mais cela faisait longtemps déjà que l'Europe était assise sur une poudrière. Au début du XXe siècle, l'Europe est un continent profondément divisé. 4 grandes puissances se disputent le leadership. La Grande-Bretagne est encore la grande puissance par excellence, l'équivalent des États-Unis actuels. Elle possède un immense empire colonial et est la reine incontestée des mers. L'Allemagne, jeune nation européenne puisqu'elle est née en 1870, est la puissance industrielle et technologique au début des années 1900. Ensuite, on trouve la France et son empire colonial, et la Russie qui possède un immense territoire et beaucoup de matières premières, mais qui est encore un peu à la traîne au niveau industriel. Elle est dépendante des capitaux français pour se développer. À côté des 4 grands, il y a 2 empires, plutôt en déclin. L'Empire austro-hongrois, qui connaît pas mal de difficultés politiques avec ses minorités, et l'Empire ottoman, la Turquie donc, en pleine déroute à la fois politique, économique et militaire. Cette déliquescence de l'Empire ottoman va entraîner beaucoup d'agitation dans les Balkans, jusque-là dominés par les Turcs. À partir de 1912, ces régions connaissent un état de guerre perpétuel. Ces régions-là suscitent l'intérêt et la convoitise de la Russie et de l'Empire austro-hongrois qui veulent continuer à s'y étendre pour des raisons différentes. Or, ces 2 empires sont intégrés dans un système d'alliance plus large. L'Empire austro-hongrois est très proche de l'Empire allemand. Il y a une union très forte entre eux deux depuis la fin du XIXe siècle. De l'autre côté, la Serbie est fortement alliée à la Russie, qui elle-même, d'un point de vue industriel, est dépendante de la France. Et donc on a là un deuxième système d'alliance assez fort. C'est-à-dire que qui touche aux Serbes, touche aux Russes, touche aux Français, qui touche aux Autrichiens, touche aux Allemands. La situation de la Grande-Bretagne étant un peu plus trouble à ce moment-là. À cela s'ajoute la volonté de la Serbie, alliée de la Russie, de récupérer la Bosnie, alors sous domination austro-hongroise, pour créer un grand État slave. Il existe en Bosnie un certain nombre de populations serbes et la Serbie s'appuie sur les Serbes de Bosnie pour essayer d'agiter tout cela au sein même de la Bosnie, dont Sarajevo est la capitale. Et donc c'est un peu la compétition entre l'Autriche et la Serbie à propos de la Bosnie qui va mettre le feu aux poudres. L'assassinat de François Ferdinand, qui est donc l'héritier, le successeur en Autriche, par un étudiant serbe, mais qui est on dirait aujourd'hui un terroriste, quelqu'un qui a vraiment été entraîné, équipé en Serbie. Eh bien, cet assassinat va cristalliser, va radicaliser la position d'une part de la Serbie, d'autre part de l'Autriche sur cette question bosniaque. À partir de là, les choses s'enchaînent très vite et aucun État européen n'essaiera d'arrêter la machine infernale qui entraînera le monde entier dans la guerre. Suite à l'assassinat de l'héritier du trône, l'Empire austro-hongrois lance un ultimatum à la Serbie, inacceptable pour celle-ci. Et le jeu des alliances fait le reste. La Russie vole au secours de la Serbie et l'Allemagne de l'Empire austro-hongrois. La France, de son côté, soutient son allié russe. Seule la Grande-Bretagne ne se positionne pas clairement. Voilà le décor planté et les grands acteurs présentés. Dans cette pièce-là, la Belgique ne devait jouer aucun rôle. Depuis son indépendance en 1830, la Belgique est et doit rester un État neutre,
Ce qui la propulse sur le devant de la scène, c'est sa position géographique. L'Allemagne avait prévu, depuis le début du XXe siècle, toute une série de plans militaires qui envisageaient différents types de conflits. Dans le cas d'une guerre simultanée contre la France et la Russie, c'est le plan Schlieffen qui devait être appliqué. Il prévoyait une victoire rapide en France pour attaquer ensuite la Russie, qui, vu son territoire, mettrait plus de temps à mobiliser. Or, pour battre le plus rapidement la France, l'Allemagne n'a pas énormément de possibilités. C'est-à-dire qu'il faut très rapidement développer, très rapidement envoyer en France l'armée la plus imposante possible, 1 à 2 millions d'hommes. Or, la frontière à cette époque entre la France et l'Allemagne, elle est trop étroite que pour envoyer dans ce goulot-là 1 à 2 millions d'hommes. D'autant plus que ces endroits-là sont fortement fortifiés. Donc la solution, c'est de contourner l'armée française en faisant croire à cette armée française que l'Allemagne attaque frontalement en Lorraine, donc attirer toutes les forces françaises vers la Lorraine, ne pas avancer trop vite en Lorraine et pendant ce temps-là, envoyer le gros des troupes allemandes qui pourra se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres. Au début, le plan même prévoit que des Allemands passent par les Pays-Bas, vraiment pour utiliser tout le territoire possible au nord de la France et puis ainsi se rabattre très rapidement dans le dos de l'armée française qui aurait été attirée vers la Lorraine. Et c'est ce plan qui est mis en œuvre en août 14. Le 2 août, l'Allemagne lance un ultimatum à la Belgique. Elle demande le libre passage pour ses troupes. La Belgique refuse et le 4, les armées allemandes pénètrent sur le territoire belge. Cette invasion fera définitivement basculer la Grande-Bretagne du côté des Alliés. C'est en réalité 7 armées allemandes qui se lancent vers l'ouest, chacune avec une mission différente. La 3e a pour objectif de passer la Meuse, notamment à Dinant. L'objectif de cette 3e armée allemande, c'est de s'emparer des ponts sur la Haute-Meuse et d'atteindre au plus vite Charleroi pour prendre à revers la 5e armée française qui s'est avancée je veux dire, dans l'entre-Sambre-et-Meuse par ordre du général Lanzac. Donc c'est une course contre la montre du côté de l'envahisseur. Dinant se trouve évidemment au mauvais endroit sur la trajectoire que doit utiliser cette 3e armée. La 4e armée, quant à elle, doit traverser les Ardennes entre Jeudine et Arlon. Face à ces 2 armées germaniques se trouvent non pas des Belges, mais bien des Français. Dès le 4 août, la Belgique, consciente qu'elle ne ferait pas le poids face à l'Allemagne, appelle à l'aide la France, la Grande-Bretagne et la Russie, toutes 3 garantes de la neutralité belge. L'armée belge est une petite armée. Elle fait au maximum 200-250 000 hommes. Et surtout, le roi Albert ne veut pas la mettre en position de se faire écraser. Si la Belgique n'a plus d'armée, la Belgique n'existe plus. Hein, ça, c'est le plan politique du roi Albert. Il faut à tout prix préserver l'armée belge qui va permettre à la Belgique de continuer à exister quoi qu'il arrive. Et donc, il ne peut pas, dès le début de la guerre, déployer son armée sur l'ensemble du pays. Il préfère la garder la plus compacte possible et ne la mettre en opération militaire que quand elle a des chances de vaincre. L'armée belge va occuper les forts de Liège et de Namur, laissant le soin à l'armée française de défendre le sud du territoire. Les Français entrent en Belgique le 6 août avec pour objectif de tenir les ponts sur la Haute-Meuse. Le fleuve est pour eux une frontière naturelle. À partir du moment où les Français vont investir la Haute-Meuse, quelque part, ils s'attribuent ce territoire, un peu comme étant un territoire national, et c'est un peu un bouclier protecteur qui sert à défendre Paris. Si Paris tombe dans les mains des armées allemandes, cette guerre est terminée en moins de 6 semaines. C'était la hantise quand même des dirigeants français de voir cette armée trop vite à genoux. En Haute-Meuse, les premiers véritables combats entre Allemands et Français se déroulent le samedi 15 août. À l'aube, les Français occupent les 2 rives de la Meuse et la citadelle. Le général Franchet d'Esperet, qui est le patron finalement de ces unités françaises qui se sont installées à Dinant depuis quelques jours, a un plan qui consiste à laisser venir l'adversaire sur quasi l'autre rive gauche et ne pas dévoiler l'emplacement des pièces d'artillerie. Donc l'envahisseur doit s'enhardir.
avec l'idée que si l'envahisseur passe sur l'autre rive, il pourra utiliser la cavalerie du général Sordet pour les prendre à revers. Mais voilà, Sordet fait savoir le jour même qu'il ne pourra pas être opérationnel avec ses effectifs. Franchet d'Esperet ne change néanmoins pas de stratégie et comme un joueur d'échecs, il va sacrifier des pièces, c'est-à-dire des soldats qui se trouvent dans la cuvette à Saint-Médard, donc sur la rive gauche, dans la matinée. Toute la matinée, l'artillerie allemande pilonne les positions françaises sur la citadelle. Les Français sont finalement obligés de se replier et d'évacuer par l'escalier qui descend en ville. À midi, le drapeau allemand flotte sur la citadelle. Depuis les meurtrières, les Allemands tirent sur les positions françaises. Parmi les blessés se trouve un certain Charles de Gaulle qui vit là son baptême du feu. Pour les Français, la position est plus que critique en ce début d'après-midi. Dans l'après-midi, le même général en question se ressaisit et il va donner l'ordre de contre-attaquer avec le colonel Doyen, qui attaque avec le 8e régiment d'infanterie, et puis il y a un autre régiment qui vient en soutien. Et alors cette fois, les pièces d'artillerie françaises sont très opérationnelles, et elles parviennent à détruire les nids de résistance sur la rive droite et à déloger l'ennemi qui se trouve bien retranché dans le fort et dans la tour de Montfat. Si bien que vers, on va dire, 16h30, 17h, les Français rétablissent la situation à leur avantage, reprennent position sur la rive droite, délogent l'adversaire et sécurisent quelque part la rive droite. Les Français ne pousseront pas leur avantage dans la soirée. Les Allemands se replient de 10 km et prennent position à Sorines. Les pertes sont très difficiles à chiffrer. Du côté allemand, on estime que 2 à 3 000 soldats sont hors de combat. Le chiffre est moins lourd du côté français. On parle de 1500 hommes hors de combat, ce qui reste une perte considérable au regard des effectifs engagés. Côté dinantais, seuls 2 civils perdent la vie lors de cette journée, un ambulancier, Léon Mossou, et un facteur, Narcisse Pierson. Ces 2 décès n'empêchent pas les habitants de fêter la victoire française. Les Dinantais, avant les combats du 15 août, on sent qu'il y a plus que de la sympathie, il y a de l'admiration pour ce 48e régiment d'infanterie. Au lendemain de ce qui est présenté comme une victoire française dans la presse cocardière à Paris, y compris en Belgique, il y a de l'enthousiasme. Ce sont des libérateurs. L'ennemi était reflué à une dizaine de kilomètres de Dinan. Donc il y a un soulagement important et ça se traduit dans l'avant-soirée du 15 août par des chants. Le chant du départ et surtout la Marseillaise qui est reprise en chœur par tous ces Dinantais. Mais cette complicité n'échappe pas au regard des Allemands qui ont quand même des espions, y compris à l'intérieur de la ville, et qui vont en tenir rigueur, hélas, à cette population. Pour tous, il paraît évident que la retraite n'est que temporaire et que les soldats allemands vont revenir à la charge. Le week-end suivant, la région s'embrase à nouveau. La Haute-Meuse est l'un des théâtres d'opération de la bataille des frontières. C'est également le cas de Bièvre. Le combat de Bièvre s'inscrit dans une énorme bataille qui, dans les alentours du 20-23 août, se déroule entre Mons, Charleroi, la Sambre, Namur, la vallée de la Meuse, l'Ardenne namuroise, l'Ardenne luxembourgeoise et la Lorraine, la Lorraine à la fois belge et française. Donc c'est un champ de bataille énorme sur lequel s'affrontent 7 armées allemandes et une armée britannique, une partie d'armée belge à Namur, plusieurs armées françaises, dans quelques journées de la fin du mois d'août. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, chacun de ces combats est important. Chacun de ces combats peut, d'une certaine manière, changer le sort de l'ensemble de la bataille, mais finalement, l'ensemble des combats aura la même issue, c'est-à-dire une défaite des forces alliées contre le rouleau compresseur allemand qui, à ce moment-là,
sauf contre les Britanniques à Mons, à ce moment-là, une longueur d'avance sur les Français et sur les Belges. Cette longueur d'avance ne permet cependant pas à l'Allemagne de battre de manière définitive les Alliés. Partout, ils parviennent à se replier plus ou moins en bon ordre. Une victoire nette de l'Allemagne à ce moment-là lui aurait permis de mettre en œuvre son plan et d'encercler l'armée française. Autour de la botte de Givet, les combats se concentrent le dimanche 23 août. Du sud au nord, on distingue 3 affrontements, à Bièvre, à Astier-et-Walsor et bien sûr à Dinant. La 4e armée allemande arrive à proximité de Bièvre le 22 août. Dans la soirée du 22, Allemands et Français se sont déjà violemment opposés à Porcheresse. À l'issue du combat, remporté par l'armée allemande, les Français se sont repliés vers Graide et Bièvre. Les Allemands se sont vengés de leurs pertes en incendiant pratiquement tout le village. À minuit, le dimanche 23 août, les positions sont claires. Les Allemands sont à Wellin et à Haut-Failly, où les hommes ont été pris en otage. Le curé du village raconte. Une nuit terrible, épouvantable. Personne ne savait ce qui se passait chez soi, ni ce qu'étaient devenus les femmes et les enfants. On entendait la fusillade qui avait repris de plus belle à 20 h. On apercevait une immense mer de feu qui couvrait les bois dans la direction de Porcheresse. De leur côté, les Français se sont établis à l'intérieur même du village de Bièvre. Ils ont creusé des tranchées le long de la voie de chemin de fer et sur la route d'Oudremont. Ils dorment dans les étables des villageois. Là, un aumônier les confesse et leur donne la communion. Les Allemands sont bien plus nombreux. Les Français, on peut estimer que le 135e régiment d'infanterie qui s'est battu ici à Bièvre comportait environ 2500-3000 hommes. Les Allemands étaient bien plus nombreux. On peut dire qu'ils étaient 7-8 000. Disons, ceux qui se sont battus ici à Bièvre. D'un côté comme de l'autre, pour tous ces hommes, la nuit sera courte. À 5h30, l'artillerie allemande, positionnée à Haut-Failly, commence son pilonnage. L'artillerie allemande était nettement plus organisée que l'artillerie française. Donc l'artillerie allemande était sur Haut-Failly et a bombardé donc les positions françaises ici à l'entrée du village et à l'arrière du village également. Parce qu'il y avait un autre bataillon qui montait à partir de Monceau et les Allemands tiraient quand même relativement juste. Après l'artillerie, c'est au tour de l'infanterie allemande d'engager le combat. Devant elle se dresse la ligne de chemin de fer défendue par l'armée française. Entre Bièvre et Graide Station, c'est un talus où les soldats seraient très exposés. Ils choisissent donc de passer plus au nord, sous les ponts, notamment sous le pont de Champy. Un fusil-mitrailleur français qui est revenu à Bièvre après la guerre raconte qu'il était à cet emplacement où nous sommes et il a expliqué que les soldats passaient en dessous du pont au pas de gymnastique 3 par 3 et qu'ils n'arrivaient pas à les tuer tellement c'était abondant comme ruée, comme rush, quoi. Donc ils en ont tué beaucoup, mais il y en a quand même qui sont passés. Et au bout du compte, les Français ont dû tout doucement se replier. Un repli d'autant plus nécessaire que le 2e bataillon français est lui aussi en train de perdre du terrain. Ce bataillon s'était positionné le long de la route d'Oudremont. Quand les Allemands qui venaient du côté de la gare de Jeudine se sont battus dans le bois des Cortes et ont enfoncé un peu les lignes françaises qui étaient sur le ruisseau, les soldats français qui se trouvaient ici se trouvaient un peu coincés. Donc à ce moment-là, le combat n'a duré quand même que deux bonnes heures. Il est 10h30, le matin du dimanche 23 août, et les 2 bataillons français du 135e régiment d'infanterie reçoivent l'ordre de quitter le village. Ils se replient vers Petit-Failly et Vresse. Bièvre tombe aux mains de l'armée allemande. Le combat aura duré un peu plus de 2 heures, et d'un côté comme de l'autre, les pertes sont lourdes. Au bout du compte, on estime qu'il y a certainement plus de 300 Français de tués, le même nombre du côté allemand, mais on ne peut pas chiffrer exactement du côté allemand, étant donné qu'ils avaient un four crématoire ambulant qui était situé sur la grande route à l'entrée du bois de Louette-Saint-Denis. Si les soldats français ont pu se replier, pour les habitants de Bièvre, le cauchemar ne fait que commencer. Les Allemands croyaient traverser la région sans encombre
Ils vont se venger sur la population civile du retard accumulé. La première maison qu'ils rencontrent après avoir passé le pont de Champy, c'est celle de la famille Jomotte. La première maison qu'ils ont rencontrée, ils ont commencé à mettre le feu et à chercher après les habitants pour se venger. Alors ici, ils ont mis le feu, mais les habitants s'étaient réfugiés à la cave. Et il y avait non seulement la famille Jomotte, mais il y avait aussi les parents qui étaient venus se réfugier avec eux donc dans la cave. Donc ils étaient en tout 11 dans la cave. Et alors la maison brûlait, ils lançaient en plus des torches incendiaires, etc. Donc les habitants ont dû quitter la cave. Et en sortant de la cave, les Allemands étaient dehors et les Allemands ont tué le papa. Ils ne s'arrêtent pas là. Après avoir tiré sur Edmond Jomotte, ils exécutent également son frère, Joseph. Puis ils s'en prennent aux enfants. Marie-Louise, 2 ans, est décapitée d'un coup de sabre. Son frère, Léon, âgé de 6 mois, périra également dans les bras de sa mère. Ce quadruple meurtre n'est que la première étape de la remontée des troupes allemandes dans Bièvre. Une remontée vengeresse qui fera en tout 17 morts parmi les villageois. Après avoir pillé et incendié les maisons de la rue des Oués, en poussant les habitants devant eux, les Allemands déboulent sur la place de l'église. Ils ont prétendu qu'il y avait des civils qui étaient dans le clocher de l'église et qui tiraient sur eux. Enfin, ils ont rassemblé les hommes, ils ont voulu les exécuter tous, et puis ils en ont tué un, et ils ont abattu notamment Jean-Baptiste Arnoux, un jeune homme de 18 ans, sous les yeux de sa mère, donc ici, juste au carrefour. Après la guerre, on a d'ailleurs mis une croix contre le mur de la maison qui est derrière moi, en commémoration donc de ce crime, mais aussi des autres qui ont été tués dans les alentours, parce qu'il n'y a pas eu que lui, quoi. Arrivés au centre du village, les Allemands vont se répartir sur toutes les routes de Bièvre. Sans qu'on puisse bien définir quelle logique les guide, ils continuent de s'en prendre à certains civils et pas à d'autres. Parmi les victimes se trouve Joseph d'Orchimont, 72 ans. Il habitait sur la place de l'église, actuellement la boucherie Compère. Il vivait seul, il avait 72 ans. L'histoire dit qu'il était assez impotent. Il est sorti, on l'a sorti de sa maison et on l'a ligoté au mur extérieur. Et là, il a été brûlé, incendié, si on peut dire, à petit feu jusqu'à ce que mort s'en suive. Pendant 2 jours et 2 nuits, le 23 et le 24 août, l'armée allemande va terroriser le village. Au total, 17 personnes ont été assassinées et 72 bâtiments détruits. Des habitants ont également été contraints d'enterrer les soldats français tués lors des combats. Dans le même temps, un peu plus au nord, la 3e armée allemande tente de passer la Meuse à hauteur de Walsall. Dans la soirée du 22 août, les Allemands font une première tentative en barque. Tentative facilement repoussée par les Français. Mais un événement va complètement changer la donne. Le 22, le génie français va faire sauter le pont de chemin de fer d'Anserem. Ça va réussir qu'à moitié, mais ça va endommager l'écluse d'Anserem. Donc la Meuse va baisser d'1,50 m. Il faut savoir qu'à Anserem, les Allemands vont quand même pouvoir passer aussi. Ce qui va faire que pendant la nuit, les Allemands vont passer la Meuse, ils vont se retrouver à Walsall, et les Français vont très vite remonter sur le dessus vers l'Aisne. À 6 h du matin, les Allemands, qui passent à gué et à la nage à hauteur de l'écluse de Walsall, ont atteint leur objectif. Ils sont sur la rive gauche. À 14 h, le dispositif se renforce encore avec la construction d'un pont à hauteur du Colébi. La résistance française n'aura duré que quelques heures, mais là encore, c'est sur la population civile que les Allemands vont se venger. Ils vont se venger sur la population qui est totalement innocente, parce que la population n'a absolument rien fait contre eux. La population, elle s'est plutôt cachée. Les cariots vont se cacher, par exemple, derrière leur maison. Il y en a même qui vont aller dans les pièces arrière de leur maison. Comme le secrétaire du parquet de Dinan, lui, va être dans sa cave. Et ils vont aller les chercher dans leur cave quasi. Ils vont rentrer dans les maisons, ils vont détruire, ils vont les ligoter et ils vont les conduire au bord de la Meuse. Ils les conduisent au bord de la Meuse. 12 sont fusillés sur le bord de la Meuse. Et les 12 qui sont fusillés au bord de la Meuse, il faut bien savoir que ce ne sont que des hommes fusillés. Et en plus, ce ne sont pas les soldats désignés qui les ont tués, ce sont les officiers. Et pour le secrétaire du parquet de Dinan,
Lui, il était dans sa cave, sa petite fille a été raflée par un éclat de balle, elle était blessée, il est sorti de sa cave, et là, un soldat l'a asséné d'un coup de baïonnette et il a été achevé d'une balle en pleine tête. Dans le quartier de l'Écluse, un seul homme aura la vie sauve, Joseph de Fresnes, le boulanger. Les Allemands vont l'obliger à cuire du pain pendant toute la guerre. En plus des 13 civils massacrés, 11 habitations sont incendiées, là aussi uniquement dans le quartier de l'Écluse. Aujourd'hui encore, on se demande pourquoi le reste du village a été épargné. À l'époque, Walsall est une station balnéaire haut de gamme. Certains pensent que l'armée allemande savait, dès le 23 août, qu'elle aurait besoin de ces infrastructures pour soigner et pour loger ses troupes. Sur la rive droite, Astières-Par-Delà ne sera quant à elle pas du tout épargnée. Sur 114 bâtiments, il en reste 16 debout le soir du 23 août. L'église abbatiale romane a échappé aux flammes, mais elle a servi d'écurie aux troupes allemandes et a été systématiquement vandalisée. Les Allemands ne se sont pas contentés de réduire l'habitat à néant, ils s'en sont également pris aux hommes. 19 personnes ont été assassinées à Astières-Par-Delà. L'abbé Winant raconte. La bataille commença le 23 août vers 1h du matin et le canon se mit à gronder. On descendit dans les caves. À 3 heures se produisit une accalmie à la faveur de laquelle plusieurs civils parvinrent encore à passer le pont. Bientôt, les troupes allemandes envahirent la localité. À 3h30, ils pénétrèrent dans la villa du docteur Alloy et le tuèrent avec son voisin et son fils. À 8h30, les Français font sauter le pont. Il reste environ 85 personnes sur la rive droite, coincées avec les troupes allemandes. Les survivants des massacres sont enfermés dans la cave de la villa scolaire. Julie Riffon se souvient. Nous descendons dans l'obscurité la plus complète et nous nous engouffrons dans un trou inconnu de nous tous. La porte est brusquement refermée à clé et quel n'est pas notre effroi en entendant clouer cette porte, comme si l'on voulait nous enterrer vivants, privés d'air, de lumière, de nourriture. Nous grimpons sur un tas que nous reconnaissons être du charbon et nous nous étendons résignés en attendant la mort. Le 25 août, les prisonniers sont autorisés à sortir et emmenés à Blémont sur le plateau. Les bourreaux d'Astières-Par-Delà passent le fleuve et le 24 août entrent dans Ermeton-sur-Meuse. La localité est quasi vide, la plupart des habitants se sont cachés dans la vallée de l'Ermeton. Alors que les soldats allemands ne rencontrent aucune résistance puisque les Français se sont déjà repliés sur le plateau, ils vont incendier le village et tuer tous les hommes restés sur place. Au total, 10 personnes vont perdre la vie. Le paroxysme de la violence envers les civils est atteint à Dinant, qui devient, ce dimanche 23 août, la première ville martyre de Belgique. L'attaque, là aussi, commence à l'aube. Le général von Hausen a donné l'ordre à son subordonné, von Elsa, d'attaquer Dinant par 4 voies de pénétration. Et donc le point d'entrée principal, dans la partie nord de la ville, c'est par les Fonds de l'Eff. Donc ces régiments allemands entrent dans les Fonds de l'Eff et ils sont déjà massés là depuis la veille, avec l'idée préconçue qu'il va y avoir des noyaux de résistance importants et qu'il faut mater au plus vite ces civils. Donc il va y avoir une extrême violence exercée contre ces populations qui est essentiellement ouvrière, la plupart travaillaient à la manufacture de tissus. Ils vont faire sortir de ces immeubles ces civils, ils vont les terroriser et envoyer à l'abbaye de l'Eff, déjà vers 9h du matin, pas mal d'hommes et de femmes. Certains n'atteindront pas l'abbaye de l'Eff. Ils sont tués chez eux, parfois même devant toute leur famille. C'est le cas du dinandier Victor Poncelet. Mon grand-père se trouvait à l'intérieur de la maison avec ses 7 enfants et son épouse. Ils ont entendu des bombes qui éclataient un peu partout, des coups de feu, etc. Ils ont entendu qu'on saccageait dans la rue la maison. Ils ont quitté l'intérieur de la maison et se sont précipités dans le jardin qui est ici derrière moi pour se cacher dans une cave qui était au-dessus de la colline. Puis à ce moment-là, ils ont entendu des coups de feu qui arrivaient donc, du côté de l'abbaye, au-dessus de leur tête et tout ça. Et ils ont quitté la cave, ils sont redescendus ici l'escalier et ils ont été ici à l'intérieur de la maison où il y avait un vestibule.
Et là, à ce moment-là, un officier allemand est monté les escaliers ici qu'on voit, avec toutes les troupes. Ils sont arrivés dans le vestibule et ils ont dit à mon grand-père qu'ils allaient le tuer. Alors à ce moment-là, ma grand-mère est intervenue. Elle a montré à l'officier allemand un livret sur lequel on pouvait lire qu'elle avait 7 enfants, etc., pour essayer d'attirer la pitié de cet officier. Il a dit non, on va tuer tous les hommes. Il a arraché un fusil d'un des soldats, il a tiré une balle dans la tête de mon grand-père. Les hommes emmenés à l'abbaye n'auront pas plus de chance. Vers 10 heures, les Allemands séparent les hommes des femmes et des enfants. Les hommes sont alignés contre un mur à l'extérieur et fusillés. 43 personnes perdent la vie. Il est 10 heures du matin et environ 135 hommes ont déjà été assassinés dans le seul quartier de Leffe. Les tueries se poursuivent toute la journée avec un deuxième point culminant, lorsque Rémy Maire, le directeur de la manufacture de tissus, et une partie de ses ouvriers qui étaient restés cachés dans l'usine se rendent. Toute la troupe est poussée, dirigée vers l'abbaye qui se trouve légèrement derrière nous à gauche. Et ce groupe hétéroclite s'aperçoit avec horreur qu'il y a déjà des cadavres dans la rue. Ensuite, ils arrivent devant l'entrée de l'abbaye. Et là, il semble que mon arrière-grand-père s'est tourné vers l'officier allemand et lui a dit « Ne faites pas de mal à mes ouvriers, je vous donnerai tout l'argent que j'ai ». Et à ce moment-là, l'officier allemand lui aurait répondu « Nous ne voulons pas d'argent, nous voulons du sang. Wir wollen Blut ». Et à ce moment-là, ils ont séparé les femmes et les enfants des hommes. Ils ont poussé les femmes et les enfants dans l'abbaye. En fermant la porte de l'abbaye, ils se sont trouvés prisonniers. Et quasi immédiatement après, ils ont tiré sur tous les hommes. Et tous les hommes sont morts en quelques instants, là, devant la porte de l'abbaye. Les Allemands pénètrent également dans Dinan par 3 autres axes. La rue Saint-Jacques, la montagne de la Croix et plus tardivement le Froidevaux. La rive gauche est toujours tenue, mais de plus en plus difficilement par l'armée française. En fin d'après-midi, celle-ci prend la décision de faire sauter le pont. On arrive alors à un crescendo au niveau de la violence dans la phase 17h, 18h, 18h30. C'est paradoxal, mais c'est au moment où les Français sont moins performants avec leur artillerie. À partir de 14 heures, les Français, on sent qu'il y a un épuisement, qu'il y a une tentative déjà de repli. Donc les Allemands, à partir de 17 heures, sachant que l'ennemi, finalement, commence à se taire, les Allemands alors fusillent massivement au Murtshofen, près de la prison, une centaine d'otages. Et alors ils fusillent 77 otages au mur Bourdon vers 17h30, 18h au plus tard. Particularité au mur Bourdon, les Allemands ne séparent pas les hommes des femmes et des enfants. Ils fusillent indistinctement, sans tenir compte de l'âge et du sexe. Parmi les victimes, 7 enfants de moins de 2 ans. La plus jeune, Mariette Fivet, avait seulement 3 semaines. Félix Bourdon, 15 ans, seul survivant de sa famille, se souvient. Je vis les soldats charger leurs fusils et s'apprêter à tirer. Alors que les autres étaient encore debout, je me laissais tomber par terre et, à peine couché sur le sol, j'entendis les balles siffler et pleuvoir autour de nous. Aussitôt, je sentis des corps lourdement retomber sur moi. 1 d'abord, puis 2, puis 3. On criait, on pleurait, on gémissait. Et dans tout ce tumulte, j'y distinguais des voix de petits enfants. Pendant ce temps, les soldats chantaient. Pourquoi est-ce qu'ils punissent cette population qui venait de Nef, essentiellement, et d'Ansrem? Parce qu'il y a encore un noyau de résistance du côté du Ronchenne qui pose problème aux pontonniers, qui essayent de jeter une tête de pont à hauteur du rocher Bayard. Ils n'y arrivent pas, et donc ils se vengent sur les prétendus francs-tireurs. Les Allemands finissent par atteindre leur objectif et passent la Meuse à divers endroits. Cela ne calme pas leur folie meurtrière. 23 civils sont assassinés à l'aqueduc de Nef vers 18h. Parmi eux, Nicolas Monin. Il était veuf avec 3 enfants et apparemment il avait traversé la Meuse parce qu'on avait peur des Allemands de l'autre côté de la Meuse.
Et là, ils se sont retrouvés en fin de journée vers 5-6 heures du soir, apeurés, parce que j'imagine qu'il y avait des rumeurs en disant les Allemands arrivent. Donc, une cinquantaine de personnes se sont protégées, ont trouvé refuge dans l'aqueduc à Nef. Après 5 ou 10 minutes, là, il y a un bataillon allemand qui est arrivé. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tiré dans le tas. Et puis, ils ont lancé des grenades. Et là, Nicolas, j'étais contente de trouver un récit qui était assez touchant parce qu'on disait mais il est mort en ayant protégé ses enfants. Enfin, il avait une posture de protection par rapport à ses filles. Les blessés ont été sortis de l'aqueduc, je suppose quand même pour les soigner un minimum, et ceux qui étaient morts ont été exposés et il était interdit pour la population qui restait de les toucher. Je pense que ça faisait partie d'une politique de terrorisation pour dire bon ben on dit qu'il y a des francs-tireurs, en tout cas regardez ce qui arrive si jamais il y en a. Une cinquantaine de personnes sera encore tuée dans les jours qui suivent le 23 août. Le bilan total atteint le chiffre effroyable de 674 civils tués. Les Allemands déportent aussi 416 hommes. Conduits à pied jusqu'à la gare de Otto-Melreux, ils sont emmenés à Cassel, en Allemagne. Ils montent dans des wagons, 40 par wagon, avec 3 sentinelles assises sur une banquette. Là-dedans, c'est de la puanteur, ce sont des wagons à bestiaux. Et ils sont déportés pendant 35 heures sans pouvoir manger, sans pouvoir vraiment respirer. Et ils sont amenés à Cassel. Et de là, les Allemands ont convié la population de Cassel à invectiver, à se moquer vraiment de ces prisonniers-là. Alors ils sont enfermés dans des cellules. Et encore, là, les Allemands évitent de mettre des personnes de la même famille dans le même cachot. On les garde comme otages. Au niveau sécurité, les Allemands estiment que les Dinantais sont des francs-tireurs et on vous garde par représailles. Les hommes rentreront à Dinan dans le courant du mois de novembre. Reste maintenant la question du pourquoi. Pourquoi des soldats d'une nation civilisée ont-ils commis des actes d'une telle horreur? Pourquoi, alors que les combats tournaient à leur avantage, s'en sont-ils pris si violemment aux civils? La réponse, la plus souvent avancée, est celle de la légende des francs-tireurs. Les Allemands, en entrant en Belgique, sont persuadés que la population belge a ou va participer au combat de manière traîtreuse, c'est-à-dire en tirant dans le dos des soldats réguliers, voire même en s'opposant dans un certain nombre de combats aux côtés des armées françaises et belges. Donc il y a cette conviction-là. Cette conviction qui est renforcée par tout ce qui ne va pas ou tout ce qui ne se déroule pas comme prévu pendant les premières semaines de combat. Et il y a plein de choses qui ne se déroulent pas comme prévu parce que une guerre comme celle-là n'a jamais été vécue par les Européens sur le sol européen. À cette peur des francs-tireurs s'ajoute la fatigue et l'ivresse. Les hommes ont avancé à marche forcée pendant plusieurs jours pour atteindre la Haute-Meuse et comme ils craignent que l'eau n'ait été empoisonnée, ils se ruent sur les caves à vin. Selon les cas, ces populations civiles vont être rudoyées avant même les combats. On les arrête avant que les choses sérieuses ne commencent pour ne pas les avoir dans le dos. Soit vont être brutalisées dans le cadre d'espèces de représailles lorsque, alors que tout se passait normalement, un événement imprévu se passe. Et donc à ce moment-là, on prend les civils qui sont dans les parages, on les exécute. On ne veut pas savoir si c'est eux ou ce ne sont pas eux. On s'en fout. On veut reprendre le contrôle d'une situation qui échappe. Et à ce moment-là, pour reprendre le contrôle de la situation, on exécute les civils. Les civils vont même être malmenés dans des villages où il n'y a pas de combat. C'est le cas notamment à Spontin et à Antey. L'infanterie allemande arrive à Spontin les 21 et 22 août. Ces jours-là, aucun incident n'est à déplorer. Le dimanche 23, à 5 h du matin, un coup de feu retentit et le destin du petit village bascule. Très vite et sans aucune preuve, les Allemands accusent les habitants de leur avoir tiré dessus. Ils arrêtent le bourgmestre Antoine Lambert et le curé Justin Less. Ils les ligotent et les fusillent à proximité de la gare. Ils mettent alors le feu au village et abattent des habitants qui tentent de fuir. La fusillade dure jusqu'à 10 h du matin et fait 27 victimes.
les gens arrivaient en disant « Sauvez-vous, on met le feu à tout le village ». Et effectivement, les gens arrivaient. Donc ils se sont réfugiés dans la carrière de la Rochette qui est ici tout près, dans les abris d'ouvriers, en dessous des pierres. Ça a duré un quart d'heure, les Allemands les ont repérés, donc les ont fait prisonniers. Et ils ont fait traverser tout le village pour aller du côté de Sauvé. Le lendemain, on les a emmenés sur Dorine. Et à Dorine, on a commencé à refaire nouveau un interrogatoire, donc c'était le 24 août, ça, et pour dire voilà ce qui a tué, puisque c'est toujours le mythe des francs-tireurs. Ben, personne ne se dénonçait parce que personne n'était coupable. Et finalement, ben, les Allemands ont décidé, puisque c'est comme ça, on va tuer 1 sur 10, donc décimer, c'est ça vraiment le sens. Donc tuer une personne sur 10, et c'est ce qu'ils ont fait ce jour-là. Un deuxième groupe de prisonniers est emmené jusqu'à Roli, entre Philippeville et Couvain, puis réexpédié à Othon. Au total, les hommes marchent, sous la menace, 165 km en 9 jours. Finalement, le village de Spontin compte 44 victimes, soit 7% de sa population, et 131 bâtiments détruits. À Hanté, situé sur le plateau rive gauche, les Allemands arrivent le lundi 24 août. Toute la journée, les troupes défilent. Il s'agit d'aller le plus vite possible pour tenter de couper la retraite française. Le mardi, une fois de plus, l'histoire bascule. Le village est quasi vide, les habitants ont écouté les recommandations des Français et se sont enfuis. Un groupe important d'habitants d'Hanté, de Gérin et d'Onhé se rendent à Suris en espérant que l'orage passe à côté de Suris. Et en fait, la localisation de Suris était bonne puisqu'elle était en dehors du grand axe Dinan-Philippeville. Il y a quelques habitants qui sont restés. La nuit du 24 au 25 août, à Suris, les Allemands commencent déjà à incendier et à fusiller quelques habitants, ce qui incite un groupe de villageois d'Hanté de revenir au village. Quand ils reviennent au village, ils sont parqués dans un verger, dans une prairie, au bas du village. Vers 14 h, une colonne de logistique allemande remonte d'Astières et met le feu au village. Elle ne se contente malheureusement pas de cela. Elle assassine également 8 personnes. Hanté est complètement détruit. 72 habitations sur 83 sont totalement ravagées. À quelques kilomètres de là, les habitants d'Hanté, qui croyaient avoir trouvé refuge à Suris, vivent eux aussi l'horreur. Dans la nuit, les Allemands se sont déchaînés une première fois en incendiant une bonne partie du village. Au matin, les Allemands accusent une jeune fille d'avoir tiré sur eux. Un conseil de guerre se tient à Suris et la sentence tombe. On fusillera tous les hommes du village. Dès 6 h du matin, les Allemands rassemblent vite les maisons, qui n'avaient pas encore brûlé d'ailleurs, vite les maisons, rassemblent les gens en colonne et les emmènent vers Romeden. Arrivés dans une prairie au sud du village, ils séparent les hommes des femmes et des enfants, les alignent, la mitrailleuse crépite et 38 victimes sont fusillées. Si le village d'Hanté ou celui d'Ermeton-sur-Meuse était quasi vide à l'arrivée des Allemands, ce n'était pas le cas de Dinan, où 4 à 5 000 personnes se trouvaient toujours rive droite le matin du 23 août. 100 ans après, on ne peut s'empêcher de se demander comment les habitants n'ont pas senti la menace qui pesait sur eux. On préfère rester dans les caves et protéger aussi son propre bien que de prendre le risque de franchir l'autre rive par des moyens de fortune et d'être finalement bloqué sur cette rive gauche par l'armée française qui n'autorisera pas cette migration vers le plateau d'Onhé ou Charleroi. Donc finalement les Dinantais ont pris le risque de rester dans leur cave comme à la bataille du 15 août. Ce choix de rester caché dans les caves est d'ailleurs encouragé par les autorités communales et religieuses. Le samedi 22 août à midi, il est de toute façon trop tard pour se décider. L'armée française interdit le passage du fleuve. Un flot de réfugiés compromettrait le déplacement de ses troupes. En effet, les soldats positionnés en Haute-Meuse doivent se diriger vers Sars-Saint-Laurent, près de Fosse-la-Ville, pour boucher la brèche qui est en train de se créer. D'autres régiments doivent venir les relever. À la fin de la guerre, pas question de remettre en cause l'attitude des Français. La France est l'allié de la Belgique et l'un des vainqueurs du conflit. Aujourd'hui, les historiens examinent une éventuelle responsabilité française dans les massacres. Dire qu'il y a une part de responsabilité, on pourrait la situer au niveau de la non-intervention
le 23 août sur la rive droite. L'objectif des Français, c'est de défendre à tout prix la rive gauche, dans le retranchement. Il ne s'agit pas d'aller porter secours à qui que ce soit. Ils ont une mission à remplir. Ces soldats français sont dans un rapport de force très défavorable. Le rapport de force est de 1 contre 3. Donc pour eux, c'est une mission impossible que de franchir sur des barques et d'aller secourir des civils qui sont malmenés, mais très malmenés, dans le créneau horaire de 17 à 18 heures lors des tueries collectives. Donc ils assistent, c'est vrai, ils assistent à ces massacres-là. Ça a dû poser un problème moral à ces soldats-là français. Mais eux, leur mission, c'est de tenir. C'est ce que Franchet d'Espéré a fait comprendre à ses subordonnés. C'est une question de survie aussi pour l'armée française. Si les Belges ont éprouvé de la rancœur à l'égard de l'armée française, ce ressentiment n'a jamais été exprimé ouvertement. Dans les années 20, l'heure est à la reconstruction et au souvenir. Dans les villages, on érige des monuments aux morts et on baptise les rues du nom des victimes ou des héros de ce terrible mois d'août 14. Assez vite pourtant, l'État belge, poussé par la communauté internationale, a préféré oublier les atrocités commises à l'égard des civils. En 1936, Dinant inaugure le monument Furore Teutonico contre l'avis de l'Église, du gouvernement et du Palais Royal. C'est inopportun pour les autorités gouvernementales qui mènent une politique de conciliation avec l'Allemagne. Notamment, on va mener une politique aussi de neutralité par rapport à l'ancien allié français. Donc on se désengage militairement du côté de la France. On veut réaffirmer cette neutralité. Donc il est malvenu qu'il y ait un mémorial qui fustige le comportement de l'envahisseur dans une ville de province comme celle de Dinant, même si c'est la première ville martyre. On dit aux communautés qui ont souffert pendant l'invasion de 1914, écoutez, taisez-vous, l'ordre européen, l'ordre mondial exige qu'on passe sous silence ces histoires-là, c'est du passé, n'y revenons plus. Et donc la mémoire, d'une certaine manière, va se recroqueviller dans les communautés locales et ça va devenir quelque chose d'important sur le plan identitaire. Et donc ça va marquer un certain nombre de villes, de communes, qui vont ressentir le devoir absolument de maintenir cette mémoire-là. Une mémoire collective d'autant plus nécessaire qu'à certains endroits, elle tente de combler un vide. Celui laissé par l'absence de cérémonie dans les jours qui suivent les massacres. Je crois qu'à défaut de rites individuels suffisants, la collectivité publique, la communauté politique, mais au sens de la police, la ville, quasi la commune ici en l'occurrence, peut essayer de rattraper, en sachant qu'il y a un irréversible qui est là. Hein. Mais je pense que c'est un de ses rôles, justement, de proposer un espace collectif, public, d'hommage, mais aussi de respect, en fait, de respect tout simplement, donc un peu de réhabilitation de ceux qui n'ont pas été respectés. Et je pense que ça peut vraiment aider. Sans doute ça explique effectivement la grandeur ou l'emphase avec laquelle tout ça a été fait quelques années après, cette espèce de vide complet et puis après une soif de commémoration. En 1940, à l'arrivée des troupes du Troisième Reich, le Furore Teutonico est détruit. La cité des Coppers attendra 74 ans et les cérémonies liées au centenaire pour retrouver un mémorial qui reprend le nom de toutes les victimes. Les cérémonies du centenaire appellent aussi les communautés locales comme les individus à se pencher sur leur rapport à l'histoire et sur la nécessité de continuer à commémorer. À Spontin, on a décidé que 2014 marquerait la fin des commémorations. À Dinant, il paraît inconcevable de ne plus se réunir tous les 23 août. Tant qu'il y a des gens pour qui ça fait sens, et visiblement, à Dinant et dans les environs, ça a encore eu du sens, et 100 ans quand je vois le succès que ça a remporté, l'émotion suscitée par la pièce de théâtre ou le fait d'avoir mis en scène ces moments-là, on n'était pas dans l'artificiel, on n'était pas, il me semble, dans une forme de rhétorique dénuée de sens, pas du tout. Mais je comprends aussi que dans d'autres lieux, ils se disent, c'était le cas à Spontin, ils se disent, ben voilà, ici on clôture quelque chose sur le plan officiel. Les deux me semblent jouables, mais j'allais dire, s'il reste un individu pour lequel ça a du sens, que la collectivité fasse quelque chose, pourquoi pas? Moi j'aime beaucoup l'approche à Spontin, qui est par exemple de dire, voilà,
on a commémoré pendant 100 ans. On a fait notre devoir par rapport à nos ancêtres. Maintenant, tournons la page, passons à autre chose. Autre point délicat, la question d'un éventuel pardon. En 2001, Walter Kolbow, alors secrétaire d'État à la Défense allemand, demande pardon aux Dinantais et à tous les habitants des villes et villages martyrs pour les exactions commises. Le bourgmestre de Dinan, ses échevins, son conseil communal ne peuvent pas s'arroger le droit de pardonner au nom des morts de 14-18 et de 40-45. Ils n'ont pas le droit non plus de pardonner pour celles et ceux qui souffrent encore aujourd'hui. Et nous les comprenons et nous les respectons. Le pardon reste un choix strictement individuel, lié à des processus de deuil, plus ou moins longs selon les familles. Pour certains, il n'aurait même pas vraiment de sens. Il y a une grande différence pour moi entre des excuses officielles, qui me semblent absolument fondamentales pour recréer des liens, et qui n'arrivent jamais trop tard à mon avis, mais qui sont nécessaires. Donc, la différence entre des excuses officielles et puis les phénomènes de pardon qui me semblent plus juste à un niveau interindividuel. Alors si jamais on prend vraiment au sérieux la notion de pardon au sens fort, c'est-à-dire interindividuel, entre quelqu'un qui a commis une violence, quelqu'un qui l'a subie, quelqu'un qui reconnaît cette violence et qui le regrette, qui l'exprime ce regret, et puis ça fait beaucoup de conditions tout ça, et la personne en face qui, au vu de ses regrets, décide de pouvoir accorder le pardon, ça c'est des conditions qui me semblent des conditions de base, elles ne sont jamais remplies en ce qui concerne les massacres de Dinan et des alentours, et les massacres en général, elles ne sont pas remplies, puisque les bouches qui auraient pu dire à un moment « oui, je vous pardonne » se ferment à jamais. D'un point de vue collectif, les villes et communes martyrs ont décidé d'aller de l'avant et de tendre la main à l'ennemi d'hier. Aujourd'hui, le drapeau allemand flotte sur le pont de Dinan et Bièvre est jumelé à Hebstedt, petite cité germanique située entre Brême et Hambourg. Partout, les cérémonies officielles se sont terminées par la levée des couleurs européennes.